j'avais 3 ans à ce moment-là. Et puis on a attendu, et rien. Maman avait laissé notre adresse à des gens à Rennes en disant si Émile revient, si mon mari revient, vous me direz où on est. Et puis on ne savait pas du tout où il était. Et puis il y a eu la libération de Rennes, donc beaucoup d'espoir. Et puis toujours rien, on a attendu. Et puis début 45, on a entendu que des trains revenaient, c'était le début de la libération des camps. Et je me souviens une fois, maman m'a emmenée, on est venu à Rennes, on a dormi chez des amis qui étaient réfugiés. Et puis le soir, on est allé à la gare parce qu'il y avait un train de prisonniers déportés qui était annoncé. Donc à ce moment-là, 45, j'avais 6 ans, maman me tirait par la main, et je me souviens qu'on était sur le quai de la gare, c'était très sombre, c'était 9h, 10h le soir peut-être, et je voyais des gens descendre du train, certains étaient à peu près bien, parce que je pense qu'il y avait des prisonniers et déportés, mais d'autres me faisaient peur, et moi, j'avais 2 ans quand mon père est parti, c'est-à-dire que je ne me souvenais pas de lui. Et je voyais ces hommes qui, j'avais l'impression qu'ils avaient des yeux qui allaient leur sortir de la tête, ils étaient maigres, et je me suis dit, oh, pourvu que ce soit pas lui, pourvu que ce soit pas lui. Bon, ça aurait été bien, pourtant si ça avait été lui. Donc, maman demandait, arrêtait, elle me tirait par la main, elle demandait à chacun, est-ce que vous avez vu Émile Drouillas, est-ce que vous avez vu mon mari Personne ne pouvait donner de nouvelles, donc on est rentré, ça devait être en avril-mai 45 sans doute. On est rentré, on n'avait toujours pas de nouvelles. Puis il y a eu la fin de la guerre, 8 mai, puis toujours rien, on a attendu. Et puis un jour, excusez-moi, un jour on a vu arriver 2 hommes dans le village. Et tout de suite, moi je me suis doutée, ils cherchaient maman, et tout de suite je me suis doutée ce que c'était. Je suis allée me cacher. Il aurait dit à maman que mon père était mort depuis 3 ans. Il a été déporté donc à Auschwitz en juillet 42. C'était le convoi qu'on appelle le convoi des 45 000. Ils sont partis à 1170 et sont venus à 110, c'est-à-dire 1 sur 10. Quand ils sont arrivés à Auschwitz, la plupart ont été envoyés à Birkenau, qui était en construction. Le camp de Birkenau, c'est une annexe d'Auschwitz. Il a été employé à construire le camp de Birkenau, construire les chambres à gaz, les fours crématoires. Mais Birkenau, c'était des marais, c'était très insalubre, il n'y avait pas d'eau potable, les hommes avaient très peu à manger, et ils devaient boire sans doute l'eau qu'ils trouvaient, et la plupart ont été pris par le typhus, mon père aussi sans doute. Et il a été envoyé au Révire, c'est-à-dire c'est l'infirmerie, et il est mort 2 mois après. Alors on s'est toujours demandé comment mon père était mort. On a retrouvé un article qui est paru, j'essaye de croire que c'est vrai, c'est un ancien déporté d'Auschwitz qui écrit pourtant, jusqu'au bout de leur force, ces hommes ont essayé de lutter. Les rescapés se souviennent d'une sélection à la fin de septembre 42, donc c'est l'époque où mon père est mort, où se trouva un fort groupe de 45 000, c'est le nom du convoi, 45 000 parce qu'ils avaient un numéro tatoué sur le bras, ils n'étaient plus des hommes, ils étaient des numéros quand ils étaient dans les camps de déportation. Et mon père devait avoir le numéro 45 485. Et tous ceux qui étaient dans le convoi, le numéro commençait par 45 000. Donc, un fort groupe de 45 000, vidé du révire d'Auschwitz. Parmi eux se trouvait Émile Drouillas, qui avait organisé en Bretagne des groupes d'action dès 1940. Chargés dans un camion qui les emportait vers les chambres à gaz de Birkenau, ils chantèrent leur dernière Marseillaise, comme en témoigne aujourd'hui Montjoly et Roger Abada, qui était ancien déporté. Donc, on pense qu'il a gardé peut-être sa dignité jusqu'au bout, mais en fait, ils avaient le typhus, mais au lieu de les laisser les soigner, ils les ont envoyés apparemment à la chambre à gaz pour les achever. Voilà, donc, quand
Oui, on a essayé de savoir. Après, évidemment, on a essayé de savoir exactement ce qui s'était passé. Maman est allée en voyage à Auschwitz en 1950. Nous, avec ma sœur, on y est allés en 92 pour voir. Mais entre-temps, on avait écrit à des différentes personnes qui travaillaient sur le camp d'Auschwitz. Et là, j'ai une lettre qui est intéressante d'une Madame Claudine Cardon-Hamet qui a fait toute une thèse sur le camp d'Auschwitz et en particulier sur le convoi de mon père. Alors elle me répond: je voudrais pouvoir répondre à vos interrogations qui me paraissent tout à fait légitimes. Comment ne pas penser aux souffrances qui ont précédé la fin de ces hommes? Donc selon l'un des témoins les plus fiables, Roger Abada, c'est ce que je viens de vous lire. Quant à la survie, oui, alors mon père, on a su depuis que donc mon père est mort là, septembre 42. René Perrault, qui était un jeune qui avait une vingtaine d'années, qui était avec lui, il comptait beaucoup sur mon père. Et quand il a vu que mon père était mort, il s'est jeté sur les clôtures électriques de 120 000, 100 000 volts, je ne sais, 20 000 volts, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, il aurait été électrocuté. Et les miradors, de toute façon, les descendaient quand ils essayaient de... Je pense que c'était un suicide, c'était un geste de désespoir. Et puis, le dernier, Jean Rau, lui, il a tenu le coup jusqu'au bout. Et c'est lui qui est venu nous annoncer, en 1945, la mort de papa. Donc, Jean Rau, il est venu nous annoncer, et puis après, on l'a revu. Et un jour, ma sœur... parce que ma sœur était plus grande que moi, elle avait 6 ans de plus que moi, elle a demandé à Jean Rau: mais comment ça se fait que toi tu as tenu le coup et que mon père est mort? Évidemment, c'était pas une question à poser, mais il lui a répondu: mais de toute façon, moi j'avais été mis aux cuisines, c'était lui qui portait la soupe dans les baraques, dans les baraquements pour les déporter. Et il dit, quand je lui donnais un morceau de pain en plus que j'avais réussi à gratter, il trouvait toujours plus malheureux que lui et il partageait avec les autres. C'est bien, mais lui, il trouvait que mon père avait eu tort. Donc, quant à la survie de Jean Rau et des quelques 110 survivants, comment s'explique-t-elle? Il y a un faisceau de circonstances. Certains commandos étaient plus durs les uns que les autres. Tous ceux de Birkenau, qui travaillaient au canal et aux routes, ont été dévastateurs. Affectés au garage ou aux cuisines, on avait davantage de chances de s'en sortir. Les capots et les SS étaient d'inégale cruauté. Certains étaient des tueurs, d'autres semblent avoir été plus humains et ne frappaient pas systématiquement. Alors elle parle d'autres déportés et elle dit: l'un d'eux raconte comment, arrivé au dernier stade de l'épuisement, la bouchée de pain ou la consolation amicale de son copain l'ont détourné de se laisser mourir. Il ne luttait plus, le courage lui est revenu. Il y avait beaucoup de solidarité entre eux. Et quand on a visité le camp d'Auschwitz, on l'a visité avec des juifs, parce que Auschwitz était un camp où il y avait essentiellement des juifs. Et les juifs, quand ils arrivaient, c'était systématiquement la sélection, c'est-à-dire qu'ils mettaient de côté ceux qui pouvaient travailler, et tous ceux qui ne pouvaient pas travailler, les personnes âgées, les jeunes, et passaient directement à la chambre à gaz en arrivant et le four crématoire. Tandis que les politiques, il y a eu 3 convois de politiques qui sont allés à Auschwitz, ils n'allaient pas systématiquement à la chambre à gaz. Ils les gardaient pour travailler, pour les épuiser, et ils ne passaient à la chambre à gaz que s'ils ne pouvaient plus rien faire, comme sans doute mon père. Comment peut-on... Alors j'avais posé la question au propos de Jean Rau: comment peut-on supporter 3 ans la déportation? Plusieurs de ces survivants se sont suicidés en retour. Il leur était impossible de reprendre une existence normale. D'autres sont allés d'hôpital en maison de santé, à jamais détruits. J'en sais un qu'il fallait mettre en réanimation chaque semaine avec un trou par où on voyait son poumon. Beaucoup ont enduré un martyre physique et moral. Voyez, vous devez parler du retour des déportés. Pour certains, ça n'a pas été très simple.